Salut à toutes et salut à tutti, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous entendent, qui nous font l'amitié de venir assister, participer peut-être à travers leurs questions à cette première conférence d'un cycle organisé par l'Assemblée de Corse, un cycle de conférences donc, qui commence aujourd'hui avec Jacques-Olivier Boudon, le professeur Jacques-Olivier Boudon, donc, qui est un spécialiste, un grand spécialiste de Napoléon, historien, président de l'Institut Napoléon, professeur à la Sorbonne. Donc ses intérêts de recherche sont multiples, mais ils sont quand même concentrés sur, d'une part, l'Église, je parle sous son contrôle, sur le consulat, l'Empire, la Révolution française. Alors, il a écrit sur Napoléon et les cultes, Napoléon et les lycées. Il a écrit donc un grand nombre de livres sur Napoléon Bonaparte. Et il, aujourd'hui, présente un ouvrage, son dernier ouvrage, Napoléon le dernier romain. Alors, je dois également ajouter que c'est Jacques-Olivier Boudon et la Corse, c'est quand même une histoire maintenant qui est longue d'un grand nombre d'années, puisque il nous a fait l'amitié de participer au projet Parle du Napoléon, qui a été lancé depuis 2014 à l'Université de Corse, qui est soutenu par la collectivité de Corse depuis l'origine. Et donc, à ce titre-là, Jacques-Olivier Boudon a participé à un grand nombre de séminaires et de colloques. Je me souviens donc notamment des journées universitaires internationales de l'été 2015. Donc, je remercie chaleureusement le professeur Boudon d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je vais sans tarder lui donner la parole pour donc la présentation, pour son intervention, à la suite de laquelle eh bien, nous aurons quelques questions à lui poser et qui émanent de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a déjà d'ailleurs un certain nombre de questions qui nous sont parvenues, d'autres sans doute parviendront au cours de la conférence. En attendant, professeur, je vous donne la parole pour votre communication et je renouvelle mes remerciements. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, où que vous soyez, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pour présenter ce thème un peu particulier. Vous allez voir pourquoi dans un instant, Napoléon, le dernier Romain. Et je remercie, avant de commencer, l'Assemblée de Corse d'avoir eu l'initiative de cette série de conférences et de m'avoir donné la primeur, de m'avoir permis de présenter ce livre avant même qu'il ne soit sorti, puisque sa sortie officielle est prévue pour le 9 avril. Ça, c'était la petite page de publicité avant de vous expliquer ce que je vais évoquer en une demi-heure, comme il me l'a été demandé. Pourquoi Napoléon, le dernier Romain ? Vous savez sans doute que Napoléon est passionné par l'Antiquité grecque, par l'Antiquité égyptienne aussi, par l'Antiquité romaine naturellement. Le paradoxe, c'est que Napoléon, qui va conquérir Rome en 1809, annexer Rome à l'Empire et faire de Rome la deuxième ville de l'Empire, Napoléon ne mettra jamais les pieds à Rome. C'est là un paradoxe. Il est connu pour avoir fait la conquête de l'Italie du Nord, l'Italie centrale, mais il ne viendra pas jusqu'à Rome. Et pourtant, Rome ne cesse de l'obséder. Rome, à la fois dans son histoire républicaine, mais aussi, même s'il s'en défend, dans son histoire impériale. Ce rapport à l'Antiquité de la part de Napoléon n'est pas propre au futur empereur. Tous les hommes de son temps, ses contemporains, sont pétris d'humanité classique. Ils ont appris le latin, c'est un passage obligé, un certain nombre d'entre eux le grec, et ils connaissent sur le bout des doigts cette histoire de l'Antiquité qu'ils vont se remémorer au moment de la Révolution française, une Révolution française qui elle-même est totalement imprégnée de ces références à la Grèce antique, de ces références à la Rome antique. Pour Napoléon, le passage par l'Égypte a été certainement très important également. Et avant d'évoquer la Rome antique, je voudrais rappeler ce passage, cette expédition en Égypte, qui le voit croiser deux mythes, en quelque sorte. Le mythe des pharaons qu'il voit dans les tombeaux, et notamment aux pyramides, pas le jour de la bataille des pyramides, naturellement, ils n'ont guère le temps de s'attarder
d'abord parce que les pyramides sont un peu loin, mais vous savez peut-être qu'il y aura des expéditions vers les pyramides et que donc ces soldats, et Bonaparte le premier, découvriront ces pharaons et finalement derrière les pharaons, cette idée d'immortalité qui est une idée fondamentale à mes yeux et sur laquelle je reviendrai à propos de la Rome antique. Et puis en Égypte, il croise aussi Alexandre. Ses premiers mots en arrivant face à ses soldats, lorsqu'il est sur le navire, le navire qui les conduit vers l'Égypte, c'est de dire qu'ils vont débarquer à Alexandrie, cette ville fondée par Alexandre. Et là aussi, l'un des premiers conquérants de l'Égypte, Alexandre, reste en arrière-plan. Mais celui qui véritablement fascine le jeune Bonaparte, et aussi parce qu'il est passé par l'Égypte, c'est incontestablement César. César, qui est la première référence de Bonaparte, du jeune Bonaparte, lorsqu'il pense à la Rome antique. César et Bonaparte, ce sont finalement deux destins qui se croisent, qui parfois s'enchevêtrent d'une certaine façon. Ce sont à la fois deux conquérants qui ont conquis évidemment des espaces différents. César a été plus heureux en Espagne ou en Angleterre que ne l'a été Bonaparte puis Napoléon. L'un conquiert la Gaule lorsque l'autre conquiert l'Italie du Nord, mais c'est en Égypte qu'il se retrouve, et c'est d'ailleurs vers l'Égypte que Bonaparte tourne ses regards lorsqu'il évoque César dans un essai qu'il lui consacre à Sainte-Hélène, car César a constamment finalement occupé les pensées de Bonaparte depuis l'époque de sa jeunesse, ses lectures de collège, jusqu'à Sainte-Hélène, où il continue à lire les commentaires, par exemple, mais aussi la guerre des Gaules. César, c'est un conquérant, c'est aussi un homme qui a rétabli un ordre dans le pays et il s'identifie à lui de ce point de vue. C'est aussi un législateur, c'est enfin un écrivain, et je crois que Napoléon est considéré, qui lui-même est considéré, par exemple par Sainte-Beuve, comme l'un des grands écrivains du XIXe siècle. Napoléon est attentif à cette dimension, à cette comparaison que l'on peut faire avec César, même si, et c'est frappant lorsque l'on observe ses écrits, et notamment les écrits de Sainte-Hélène, on s'aperçoit aussi que Napoléon est très fier d'avoir réalisé, en quelque sorte, ce que César n'a pas accompli, puisqu'il a été assassiné en 44 avant notre ère, alors que Napoléon, lui, a réussi à fonder cet empire qu'il a dominé pendant une dizaine d'années. Ce parallèle, d'ailleurs, a été fait très tôt par toute une série de personnalités qui font l'éloge de Napoléon, et ces éloges sont innombrables. Ce parallèle a été fait aussi par un de ses proches, un de ses très proches, Lucien Bonaparte, qui inspire le pamphlet intitulé « Parallèle entre César, Cromwell, Monk et Bonaparte », paru à la fin de 1800, et qui visait dans cette comparaison avec Cromwell, une comparaison qui évidemment permet de démolir Cromwell, l'homme qui a prolongé la Révolution alors que Bonaparte l'a achevée. Cette comparaison qui ensuite va conduire à évoquer la destinée des deux souverains, des deux chefs d'État que sont César et Bonaparte, pour conduire là aussi à faire de Bonaparte un homme supérieur à César, un homme qui, d'une certaine manière, pourrait accomplir, on est en 1800, évidemment loin encore de l'Empire, un homme qui pourrait accomplir ce destin que César n'a pas pu mener à son terme, parce que, à la différence de Bonaparte, explique les auteurs de ce pamphlet, et notamment Fontane, qui est celui qui a tenu la plume, qui a inspiré le texte, parce que finalement César s'était adonné au peuple, s'était trop tourné vers la ville populace, alors que Bonaparte, lui, sut faire la synthèse, en quelque sorte, entre les élites et le peuple. C'est une des argumentations que l'on retrouve dans le texte. Bonaparte a laissé publier ce texte dans un premier temps, puis, devant l'émoi qu'il suscite avec cette idée de rétablissement de la monarchie, va s'en offusquer et demander à Lucien de quitter le ministère de l'Intérieur pour l'envoyer comme ambassadeur en Espagne. Mais on voit dès la fin de 1800 que cette perspective, finalement, de faire
d'aller vers la monarchie est déjà présente à la fin de l'année 1800. Donc après avoir évoqué César, 2 mots sur finalement ce modèle antique, ce modèle de la République romaine d'abord, parce que Bonaparte, jeune général de l'armée d'Italie, dans ses discours, ne fait référence qu'à la République romaine. Il ne serait pas question d'envisager l'Empire. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, vous le savez fort bien, à partir au lendemain du coup d'État de Brumaire, il met en place des institutions qui ne manquent pas de s'inspirer de la Rome antique. Le consulat, tout d'abord, qui est une référence directe à la République romaine, les institutions qui composent ce consulat, à commencer par le Sénat ou le tribunat, qui font référence, eux aussi, à des institutions de la Rome antique et plus particulièrement de la République romaine, parce qu'on est encore à une époque où les hommes au pouvoir cherchent à se rattacher, comme l'avaient fait déjà les révolutionnaires, à la République romaine. Mais on trouve ces références dans d'autres institutions. Les préfectures, par exemple, le préfet mis à la tête du département, la Légion d'honneur, l'idée même d'une légion fait largement référence aux légions romaines, d'autant que les membres de la Légion d'honneur sont réunis en cohorte, c'est le terme utilisé. On voit ici l'armée de Jules César en action en quelque sorte, les légionnaires étant conçus, les membres de la Légion d'honneur étant conçus par Bonaparte comme devant former précisément une milice au service du régime et au service du chef de l'État auquel il prête serment. Donc on le voit partout en quelque sorte, la Rome antique est présente, mais elle est aussi présente à travers un certain nombre de références qui ne sont pas toujours explicites. Parce que si Napoléon Bonaparte aime à se comparer à Jules César, en revanche, il renie la comparaison avec les empereurs romains, considérant que les empereurs romains, pris dans leur ensemble ou même pris individuellement, ont failli les uns ou les autres. Et il est très inquiet, par exemple, de comparaison avec Néron, que certains vont utiliser, à commencer par Chateaubriand. Mais néanmoins, on voit ces références implicites. Par exemple, lorsqu'il signe le Concordat avec le pape en 1801 et apparaît comme le restaurateur de la paix religieuse, on ne peut s'empêcher de songer à la comparaison avec Constantin, qui lui aussi a été en quelque sorte le pacificateur sur le terrain religieux. Lorsqu'il s'emploie à faire adopter le Code civil en 1804, transformé, rebaptisé Code Napoléon en 1807, il a naturellement également à l'esprit le Code de Théodose au VIe siècle, qui va fonder finalement, qui va codifier, rassembler l'ensemble des lois qui formeront le Code romain dont le Code civil s'inspire évidemment, puisque même s'il n'en reprend pas naturellement tous les éléments, il est le modèle qui est en arrière-plan. Donc on le voit, toute une série de références, et je pourrais les multiplier, qui font de Napoléon un des héritiers finalement de la Rome antique. Mais c'est véritablement lorsqu'il devient empereur que Napoléon va se couler dans les habits des souverains de la Rome antique, je l'ai dit, sans véritablement faire référence explicitement à eux, mais par toute une série d'éléments, on voit fort bien que Napoléon se considère comme l'héritier de ces empereurs romains, comme l'héritier aussi d'Alexandre, comme aussi l'héritier de Charlemagne, qui lui-même est le successeur des empereurs romains, au terme de ce que les légistes du Moyen-Âge appelaient la translatio imperii, c'est-à-dire le transfert de la dignité impériale d'une dynastie à l'autre, d'un empereur à l'autre, et en quelque sorte, en fondant la 4e dynastie en 1804, en imposant son pouvoir à l'Europe, Napoléon s'inscrit dans cette continuité. Et cela se traduit par un certain nombre de manifestations. La volonté, par exemple, d'incarner le pouvoir, qui avait fait défaut à l'époque de la Révolution, où personne n'était capable de nommer un dirigeant, sauf peut-être Robespierre à l'époque de la Terreur. Bonaparte va véritablement incarner, et encore davantage, lorsqu'il devient empereur en 1804. Cette incarnation du pouvoir qui passe par des modes de fonctionnement qui rappellent ce qui se passait dans la Rome antique. Le contact avec le peuple,
l'idée même que l'empereur est finalement l'élu du peuple. Cette notion, l'élu du peuple, l'élu de l'armée également, cette notion est au cœur de la légitimité de Napoléon, qui a toujours expliqué qu'il tenait son pouvoir du peuple par l'intermédiaire des plébiscites, les 3 plébiscites qui se sont succédés depuis le coup d'État en 1802, puis celui de 1804 qui permet à Napoléon d'accéder à l'Empire. Ces plébiscites sont beaucoup plus importants à ses yeux que, par exemple, la présence du pape dans la cathédrale Notre-Dame. Il entend tenir son pouvoir du peuple et non pas de Dieu, même s'il se plaît à se couler aussi dans les habits des souverains d'Ancien Régime et à se faire couronner par le pape en l'occurrence. Contact avec le peuple qui est aussi omniprésent dans sa manière d'aller au-devant du peuple. C'est un souverain accessible dans les voyages qu'il effectue à travers le pays, et il les a multipliés beaucoup plus que ne pouvaient le faire les souverains d'Ancien Régime. Ces voyages qui sont à la fois un moyen de faire en quelque sorte d'inspecter l'état du pays, mais aussi et surtout d'aller vers le peuple, tous les niveaux du peuple, que ce soit le citoyen de base ou les élites. C'est un des éléments importants, et quand vous regardez le nombre des voyages qui ont été effectués, depuis celui vers Lyon en 1802, la Normandie, la Belgique, le nord de la France, etc., on voit qu'ils sont extrêmement nombreux. Il cherche là aussi, bien entendu, à cultiver un culte à sa personne. Tous ces voyages sont encadrés, des arcs de triomphe sont disposés le long de son parcours, des discours d'éloge sont prononcés à chaque fois qu'il arrive dans une ville. Et puis il y a aussi cette recherche d'un culte véritablement impérial qui se développe particulièrement à partir de 1806, lorsqu'il décrète l'organisation de 2 fêtes impériales. Le 15 août, date de sa naissance, date de son anniversaire. On va même exhumer un saint de l'époque de Dioclétien qui pourrait donc lui permettre, et qui est reconnu d'ailleurs par la papauté, et qui permet de conjuguer le 15 août la fête de Napoléon et la fête de la Vierge, l'Assomption, ce qui permet aussi d'associer, et c'est un point très important dans une France très catholique, qui permet d'associer le clergé catholique à la célébration de la fête impériale. Fête impériale dédoublée le premier dimanche qui suit le 2 décembre, avec la volonté de Napoléon, là encore, de magnifier son action à travers l'anniversaire à la fois du sacre et de la victoire d'Austerlitz. Ces fêtes de souveraineté qui ont un réel impact, d'autant plus qu'elles s'accompagnent d'une autre dimension qui caractérisait les empereurs de la Rome antique. Je veux parler de l'empereur Évergète, l'empereur qui distribue les offrandes, qui est, en l'occurrence, au cours de ces fêtes de souveraineté, mais aussi lors du mariage avec Marie-Louise, lors du baptême du roi de Rome en 1811, qui distribue des vivres, de la boisson, qui contribue à ce que les spectacles soient gratuits dans les principales villes de France, qui fait organiser des feux d'artifice, et qui va même plus loin dans un certain nombre de cas, puisqu'il y a des distributions d'argent, par exemple au moment du mariage de Napoléon et de Marie-Louise, des sommes qui sont accordées pour 6000 jeunes soldats, enfin jeunes, pas forcément jeunes, mais 6000 soldats vétérans qui sont invités à se marier avec des jeunes filles du pays. Donc tout cela participe de cette dimension évergétique, de cette dimension donc, de distribution d'offrandes, que l'on retrouve aussi dans une autre parcelle de son pouvoir qu'il s'est attribué dès 1802, à savoir le droit de grâce. Le droit de grâce, la clémence qui est là aussi un des traits caractéristiques des empereurs romains, et qui permet finalement, évidemment, au terme d'une propagande qui a été largement entretenue, qui permet à Napoléon de faire montre de magnanimité. Il est celui qui, par exemple, après l'attentat cadoudal de 1804, va gracier 8 jeunes nobles condamnés à mort qui finiront l'Empire en prison. Il est celui qui, à Berlin, accepte la requête
de la femme du gouverneur, Madame de Hatzfeld, dont le mari est compromis pour avoir continué à communiquer avec le roi de Prusse, donc réfugié à Königsberg. La jeune femme est enceinte, elle se jette aux pieds de Napoléon en une scène qui a été immortalisée, y compris dans des images populaires. Napoléon lui montre la lettre qui incrimine son mari, et la jeune femme répond « Ah oui, je reconnais son écriture », mais Napoléon, magnanime, va lui déclarer « Jetez cette lettre au feu ». Il passe l'éponge et ainsi permet au comte de Hatzfeld de recouvrer la liberté, ce qui est évidemment un geste qui est aussi politique, puisque cela lui permet de ne pas se couper avec la noblesse de Berlin dont il a besoin. Bon, exemple qui a été très largement mis en scène, mais qui est révélateur de la manière dont le culte impérial passe aussi par le recours à la propagande et par la mise en scène des actions qui ont été retenues. Mise en scène aussi par l'image. Alors on pourrait évoquer les très nombreux tableaux, les très nombreuses sculptures qui représentent Napoléon. Je voudrais juste insister sur les monnaies, parce que la monnaie est un des vecteurs finalement les plus populaires, les plus proches de ce culte impérial. C'est Napoléon qui, devenu premier consul, va imposer son effigie sur les monnaies, alors que les têtes des souverains, des chefs d'État, avaient disparu à l'époque de la Révolution française. Et lorsque l'on examine les séries de monnaies qui sont battues à partir de la création du franc germinal, donc en 1803, on voit très bien la mutation d'un empereur, d'un premier consul d'abord, relativement effacé, qui impose progressivement son caractère d'empereur quasiment immortel, jusqu'à, en 1807, faire disparaître toute référence à la République française qui avait été conservée depuis 1804. Or, les pièces de monnaie, surtout quand il s'agit de petites pièces, un demi-franc par exemple, tous les Français en ont dans leur poche et voient ainsi circuler l'image de Napoléon et participent de ce fait à ce culte impérial qui, là encore, est un des traits hérités de la Rome antique. Mais ce qui m'a, et c'est là-dessus, sur ce troisième point que je voudrais terminer, ce qui m'a particulièrement intéressé dans le rapport à l'Antiquité, et en particulier à l'Antiquité romaine, c'est la recherche d'immortalité qu'elle inspire à Napoléon. Quand on relit les écrits de Napoléon, quand on observe ses actions, on est frappé de voir que dès son plus jeune âge, il est d'abord persuadé d'être marqué par un destin. Il a une étoile, écrira-t-il, qui le protège, mais qui guide aussi son action, une action qu'il entend inscrire dans la longue durée. Et déjà, lorsque il se fait proclamer empereur en 1804, il a cela en perspective. Songez que, finalement, le passage à l'Empire, c'est-à-dire à une monarchie héréditaire, n'allait pas de soi pour un homme persuadé à ce moment-là qu'il ne peut pas avoir d'enfant, ce qui peut paraître paradoxal. Et pourtant, quand on relit la Constitution de l'an 12, on s'aperçoit qu'il a tout fait pour favoriser l'adoption. Bien sûr, il désigne ses frères Joseph et Louis comme potentiels successeurs de l'Empire, mais il a aussi mis en avant l'idée d'une adoption au sein de sa famille. On songe bien entendu au fils aîné de Louis, qui meurt prématurément en 1807. Il a déjà cette idée d'adoption, c'est-à-dire finalement l'idée que l'Empire ne doit pas nécessairement passer au successeur désigné, mais à celui qui a choisi l'empereur. Et là, on est au cœur, finalement, d'une problématique qui était celle des empereurs romains, l'idée d'une hérédité qui n'est pas nécessairement une succession de père à fils. Alors, il reviendra sur cette dimension lorsque lui-même devient père en 1811, mais elle a été présente en amont. L'immortalité, bien entendu, elle passe aussi par la mise en scène d'une légende qui est antérieure à sa mort. Finalement, la légende napoléonienne, que ce soit par l'image ou par l'écrit, elle démarre, on pourrait dire, pratiquement dès ses premiers exploits, dès la campagne d'Italie, lorsqu'il prend le soin de faire raconter ses exploits, lorsqu'il pose
pour des sculpteurs ou des peintres, afin de donner l'image d'un conquérant, d'un homme qui a accompli des exploits. Et tout au long de son règne, les tableaux de David ou de Gros vont jalonner finalement son épopée à la fois militaire, mais aussi civile. On se souvient tous naturellement du tableau du sacre de David ou du tableau mettant en scène les pestiférés de Jaffa, qui ne sont pas à proprement parler des peintures militaires. Dès son vivant aussi, il a compris que l'inscription dans la pierre était une dimension essentielle, et ce n'est tout de même pas un hasard si les premiers monuments qu'il commande sont des monuments à l'image des monuments que l'on observe dans la Rome antique, une Rome antique, j'ouvre une petite parenthèse, que les contemporains redécouvrent. On redécouvre les monuments, les arcs de triomphe, les colonnes que du reste les archéologues vont exploiter, que les autorités françaises, à partir du moment où Rome est annexée à l'Empire en 1809, vont déblayer, débarrasser en quelque sorte de la gangue d'édifices qui pouvaient les entourer, redonnant vie en quelque sorte à cette Rome antique par opposition à la Rome chrétienne qui était valorisée depuis lors. 3 exemples pour illustrer ce propos. L'érection de la colonne Vendôme sur le modèle de la colonne de Trajan, qui va être ensuite surmontée d'une statue de Napoléon lui-même, alors qu'à l'origine, il avait envisagé que ce soit une statue de Charlemagne. Toujours cette idée de continuité, mais finalement se laisse convaincre ou convainc ses proches qu'une statue de lui-même serait du plus bel effet. De la même façon, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, la décision de faire construire 2 arcs de triomphe va dans le même sens. Un arc de triomphe qui sera érigé de son vivant au Carrousel sur le modèle de l'arc de Septime Sévère, de l'arc romain de Septime Sévère, donc avec 2 arches, et le projet retenu de l'architecte Chalgrin, qui lui s'inspire de l'arc de Titus avec une seule arche et qui donnera naissance à l'arc de triomphe, finalement achevé simplement sous la monarchie de Juillet. On voit là cette volonté de s'inscrire dans la pierre, de laisser une trace qui se traduit aussi par le grand nombre de noms de rues qui font référence à l'Empire napoléonien, même si par la suite et au gré des régimes successifs, ces références ont parfois disparu lorsqu'il s'agissait du nom de Napoléon, mais on conserve encore nombre de noms de rues qui font référence aux batailles ou aux principales figures de l'Empire. Inscription dans la pierre qui se prépare donc dès son vivant, et en quelque sorte, il a été le principal artisan de cette mémoire qu'il cherche à développer avec cette idée, en quelque sorte, que son œuvre doive se pérenniser. Et Napoléon, et ce n'est pas un hasard, avait coutume de dire que finalement, davantage que ses victoires, ce qui allait demeurer, ce qui comptait pour lui, était son œuvre civile, et il mettait en avant le Code civil comme étant une de ses plus belles réussites. Il faut rappeler enfin que Napoléon a réussi ce tour de force, finalement, de transcender une période qui aurait pu être extrêmement difficile, la période de l'exil, de l'emprisonnement, de la captivité à Sainte-Hélène. Songez qu'en 1815, lorsqu'il quitte la France en direction de Sainte-Hélène, il est l'objet d'une légende noire qui reprend du reste un grand nombre des thèmes que l'on retrouvera au cours des 200 dernières années. L'étranger, le tyran, l'ogre qui a dévoré des millions de jeunes Européens. Bref, la thématique du Napoléon, finalement, qui aurait davantage marqué par ses excès l'Europe que par son œuvre, est alors très présente. Intervient la captivité de Sainte-Hélène, et on pourrait dire qu'un basculement s'opère. Un basculement qui est lié en partie à la manière dont Napoléon lui-même conçoit son rôle à Sainte-Hélène, celui
d'un homme qui réécrit son histoire, qui veut laisser sa trace par les dictées qu'il propose à ses compagnons, Lascaz en premier lieu, mais aussi Gourgaud, Bertrand et Montholon, qui incontestablement vont contribuer finalement à modifier l'image que l'on pouvait avoir de Napoléon et contribuer finalement à forger cette image d'un empereur qui est à la fois un empereur constructeur, certes conquérant, mais aussi constructeur, et un empereur qui devient un empereur martyr, en quelque sorte, le prisonnier de Sainte-Hélène, un empereur qui se transfigure en héros romantique, et en ce sens, il a été largement aidé par tous ceux qui, à l'époque, vont s'emparer du mythe de Napoléon. On songe ici aux poètes, notamment, poètes français, mais pas seulement. L'un des premiers à prendre la plume pour saluer la mort de Napoléon le 5 mai 1821, c'est l'italien Manzoni, suivi par Pouchkine en Russie, puis en France par des poètes qui sont du reste plus timides face à l'événement, mais qui finiront par se rallier à ce mythe napoléonien, Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny, sans parler des chansonniers comme Béranger, qui vont largement contribuer à ce mythe de Napoléon. Un mythe qui s'empare donc de la littérature, de la peinture, avec Horace Vernet par exemple, de la musique, et qui fait que Napoléon, à partir de sa mort, plus particulièrement, devient un des personnages centraux de la culture occidentale. Que serait l'œuvre de Balzac, par exemple, la Comédie humaine, où il est omniprésent, sans Napoléon? Que seraient les romans de Stendhal, La Chartreuse de Parme ou Le Rouge et le Noir, par exemple, sans Napoléon? Incontestablement, il a habité l'œuvre de ces artistes et, d'une certaine manière, est parvenu au souhait qu'il avait envisagé, c'est-à-dire se pérenniser à travers l'œuvre construite par ses contemporains. D'une certaine manière, le retour des cendres en 1840 figure comme une sorte d'apothéose. C'est le retour aux sources, dans un contexte particulier, je ne vais pas y insister, mais d'une crainte aussi du régime de Juillet qui cherche à s'appuyer sur l'autorité, sur la notoriété de Napoléon, mais qui craint aussi les débordements d'éventuelles manifestations et qui va donc encadrer ce retour des cendres, mais un retour qui est tout à fait extraordinaire, sans doute une des plus grandes manifestations populaires du XIXe siècle, qui annonce en quelque sorte le succès lui aussi tout à fait extraordinaire de Louis-Napoléon Bonaparte aux élections de décembre 1848, un presque inconnu qui se fait élire uniquement sur son nom. Donc 200 ans après, au moment où l'on va commémorer, non sans quelques polémiques, le bicentenaire de la mort de Napoléon, force est de constater que Napoléon, s'inscrivant dans la continuité des empereurs romains, cherchant perpétuellement en obtenant leur divinisation à se perpétuer dans le temps, force est de constater que Napoléon a réussi son pari. On n'a jamais autant parlé de Napoléon qu'en cette année 2021, qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, finalement, pour Napoléon, l'essentiel était de laisser une trace, de laisser un souvenir, et de ce point de vue-là, il a réussi son pari. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Alors, donc, il y aurait vraiment beaucoup de questions à poser, mais nous allons donner la priorité à celles qui ont été posées par nos auditeurs, par vos auditeurs, qui sont nombreux, me signale-t-on, donc à être connectés sur le site ou la page Facebook de l'Assemblée de Corse. Alors, une question posée par Andrea. Qu'est-ce que Napoléon a gardé de la Corse durant son règne et plus largement durant sa vie? Alors, qu'est-ce que Napoléon a gardé de la Corse? D'abord, il faut rappeler que Napoléon a un rapport assez complexe avec la Corse, où il ne revient, après le départ de 1793, un peu précipité, comme vous savez,
qu'à une seule reprise au moment du retour de l'expédition d'Égypte, donc en septembre 1799. On ne peut pas dire que par la suite, l'œuvre qu'il a construite en Corse ait toujours été favorable aux Corses. Il est finalement, à l'égard de la Corse, il est très ambigu parce qu'il considère la Corse comme finalement un territoire qui résiste à l'ordre qu'il entend imposer sur le continent. Je crois qu'il faut rappeler qu'il a été très marqué par l'expérience du royaume anglo-corse et qu'il considère encore finalement une grande partie des Corses comme supposés être des alliés des Anglais. Or, comme son obsession, c'est l'Angleterre, finalement, il va traiter les Corses comme il traite d'une certaine manière les Chouans et chercher à reprendre la main sur la Corse, ce qui explique à la fois la politique extrêmement ferme sur le terrain militaire, sur le terrain législatif aussi, qui a été accompli en Corse. Alors je précise que très bientôt vous pourrez voir un documentaire sur Napoléon sur la vie politique en Corse, où je m'exprime justement sur Napoléon et la Corse. D'accord. Ce documentaire qui va être diffusé de quelle façon ? Sur France 3 Corse, si. Très bien. Oui. Très bien. Donc, alors, question de Marie. Quel est votre avis ? C'est tout à fait un sujet d'actualité. Quel est votre avis au sujet des controverses qui ont émergé à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon ? Voilà. J'imagine. Alors, vous avez pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors, ces controverses, dont j'imagine que vous voulez parler de la question du rétablissement de l'esclavage, de la question du droit des femmes à travers le Code civil, et puis d'autres que j'ai signalées sur le Napoléon tyran, etc., sont des controverses qui ne sont pas récentes. Les deux premières sont apparues plus récemment, et c'est intéressant de voir que dans les controverses autour de Napoléon, finalement, les thématiques changent, que, par exemple, la question de la guerre, qui était omniprésente au lendemain de sa chute, il est vrai que les contemporains venaient de vivre, finalement, les désastres militaires qui avaient accompagné la fin de l'Empire. Ces questions ont été plutôt rejetées en arrière-plan, au profit d'autres, comme la question du rétablissement de l'esclavage, laquelle est apparue en réalité en 2005, au moment de la commémoration d'Austerlitz, avec la publication d'un pamphlet de Claude Ribes, Le crime de Napoléon, qui a rappelé une évidence, un fait bien connu, c'est-à-dire qu'effectivement Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802 dans un contexte particulier qui était celui de la récupération des colonies et dans un contexte général qui était celui d'une Europe qui était totalement esclavagiste. Les États-Unis, du reste, l'étaient également. Donc c'est un fait indéniable qui n'enlève, à mon sens, rien à ce que Napoléon a par ailleurs construit. Ça n'est évidemment pas un homme parfait au sens où tout ce qu'il aurait accompli serait à mettre en avant. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le terme de commémoration s'impose. Il ne s'agit pas de célébrer Napoléon, enfin, certains peuvent éventuellement le faire, mais plutôt à travers ces commémorations, c'est-à-dire finalement en mettant l'accent sur une date particulière, de faire le bilan de l'action de Napoléon et de ne pas le réduire uniquement au rétablissement de l'esclavage ou à la place qu'il a accordée aux femmes, qui est tout à fait, là aussi tout à fait une réalité. La femme est considérée comme une mineure à travers le Code civil, mais il n'est pas le seul à avoir agi ainsi. À la fois ses contemporains et ses successeurs feront de même. Je vous rappelle qu'il faut attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote, les années 60 pour que, sur le plan juridique, elles aient plus de liberté, etc. Donc on pourrait là aussi multiplier les exemples. Mais pour ce qui me concerne, je pense que ce moment du bicentenaire de la mort de Napoléon est une bonne occasion de faire le point sur Napoléon et de ne laisser aucun sujet il n'y a pas de sujet tabou à propos de Napoléon.
Merci. Alors, Paul vous demande, Napoléon n'avait pas de réseaux sociaux, pas de télévision, pas Internet. N'était-il pas finalement un communicant de génie? En tout cas, il a le sens de la communication, c'est indéniable. Il n'a pas Internet, évidemment, mais il a compris, dans une France qui commence à être de plus en plus alphabétisée, il a compris l'impact du journal, par exemple. La diffusion du journal est un élément important, et la première chose qu'il fait, c'est de créer des journaux, notamment les courriers de l'armée d'Italie, etc. Et puis, il a compris aussi qu'il y avait des vecteurs qui pouvaient être très utiles. Les placards, par exemple, les fameux bulletins de la Grande Armée, qui en fait sont une réécriture des victoires qu'il a accomplies. Ce qui ne veut pas dire que ces bulletins sont faux, mais c'est une lecture arrangée, en quelque sorte, de la bataille. Ces bulletins, comment les diffusent-ils? Par l'écrit, pour ceux qui savent lire et qui vont pouvoir les lire dans les journaux, mais aussi sur les murs, on les affiche, mais aussi par l'oral. Ils vont être lus, par exemple, par les maires qui vont haranguer leurs concitoyens ou sortir de la mairie, par les prêtres également, qui vont lire en chair, et quand même beaucoup de Français vont à la messe à l'époque, sur les scènes de théâtre. Donc cette façon de manier l'oral et l'écrit est un élément qui est décisif pour faire passer des messages. Ce sera la même chose à l'armée, où les discours sont lus. Alors évidemment pas par Napoléon, il ne peut pas s'adresser à tous ses soldats, mais par les chefs de bataillon, par exemple, qui vont lire ces discours. Et quand on voit ce qu'il en reste dans les mémoires d'un grand nombre de protagonistes, on comprend que cela les a marqués. Cette façon de s'adresser à eux directement, de leur parler, finalement, est un élément essentiel de sa communication. On pourrait aussi évoquer l'image. Alors, on pense aux grands tableaux, mais la plupart de ces grands tableaux ont été aussi reproduits via des images populaires. Et là aussi, c'est un des grands arts de Napoléon que d'avoir su utiliser l'image dans le cadre de sa communication. Oui, c'est un très grand communicant. Merci. Alors, Sandra nous demande, si vous aviez l'occasion de rencontrer Napoléon et de lui poser une question, laquelle serait-elle? Ah. Alors là, c'est la question piège. Je crains que si je rencontrais Napoléon, je n'aurais pas simplement une question à lui poser, mais probablement toute une série de questions, et j'imagine que la conversation pourrait se prolonger. Et j'imagine aussi qu'il serait très intéressé de savoir comment l'on vit 200 ans après, et que je serais aussi amené à répondre à certaines de ces questions. Je précise qu'étant originaire du Sud-Ouest, j'ai botté en touche. C'est une question difficile, c'est vrai. Marc-Antone nous dit, qu'est-ce que la Corse représentait pour lui une source d'inspiration? Alors c'est une question qui ressemble un peu à la première, mais qui est orientée autrement, puisque là, on vous demande, semble-t-il, si la Corse a influé. Oui, tout à fait. Bien entendu, la première partie de la vie de Napoléon Bonaparte est tout entière tournée vers la Corse, une île où il est omniprésent au début de la Révolution française, déjà à la fin des années 1780, mais dans un premier temps, son objectif, c'est de construire une carrière politique en Corse. Et en effet, la lettre qu'il écrit à Pascal Paoli au moment de son retour d'Angleterre est très significative de son projet finalement de faire d'être en lien avec Pascal Paoli, d'aider ce dernier à se réimplanter en Corse. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Et il suffit d'ailleurs de lire ses écrits de jeunesse sur la Corse. La Corse est omniprésente dans sa pensée. D'ailleurs, il retient de la Corse, et je pense de la première expérience paoliste aussi, l'idée même de constitution, l'idée qu'il reprend aussi à Rousseau, mais enfin tout cela est évidemment lié, l'idée finalement d'une
d'un État fondé sur le contrat social. Et je pense que, en ce sens, la première expérience de Corse a joué un rôle important. Et puis, il y a les solidarités qui vont jouer également. S'il a relativement maltraité la Corse au cours de son règne, il s'est aussi beaucoup appuyé sur les Corses, et incontestablement, que ce soit dans l'armée ou en tout cas dans son entourage, sans parler évidemment de sa famille, la Corse est très présente. Merci. Alors, François vous demande comment Napoléon est-il passé de l'idée indépendantiste corse à l'amour des Français, ce peuple qu'il a tant aimé. Y a-t-il plusieurs Napoléons? Alors, il y a sans doute, en tout cas, il y a au moins deux Napoléons. Il y a ce Napoléon que je viens d'évoquer qui envisageait de faire sa carrière en Corse, de jouer un rôle éminent en Corse. Et puis, il y a ce même Napoléon qui constate qu'il est, en quelque sorte, chassé de Corse. L'hypothèse de pouvoir y revenir immédiatement s'éloigne très vite, et il bénéficie par ailleurs d'un concours de circonstances qui est lié à la Révolution française, comme d'ailleurs beaucoup de ses contemporains. Il faut imaginer que la Révolution française va, d'une certaine manière, bousculer les traditions, bousculer les habitudes, et permettre à des jeunes gens, et Bonaparte en fait partie, en 93, il n'a que 24 ans, finalement, de reconstruire complètement une vie politique en la circonstance, une vie militaire. Ça ne va d'ailleurs pas sans difficulté, bien entendu, mais il s'aperçoit très vite que finalement une voie s'ouvre devant lui qui doit lui permettre d'accéder sinon au plus haut sommet de l'État. Je ne pense pas qu'il y pense dès 1793-94, mais il a compris qu'il pouvait jouer un rôle très important dans le pays, et c'est finalement une conversion vers la France, qui n'est pas du reste le seul à adopter, puisque finalement il se coule en quelque sorte dans les pas de son frère Lucien, qui a fait déjà, bien que plus jeune, qui a fait déjà cette démarche finalement de se rallier à l'idée d'une France qui d'ailleurs associerait la Corse, parce que dans son esprit, il ne s'agit pas de se séparer de la Corse. Il est un des premiers qui, depuis l'Italie, va contribuer finalement à la reprise de la Corse. Merci. Alors, là, il y a une dernière question. Donc, vous y avez d'ailleurs peut-être répondu partiellement donc, dans votre intervention, mais c'est un point très important sur lequel vous pouvez éventuellement revenir. À quel autre personnage historique pourrait-on comparer Napoléon? Alors, vous avez déjà parlé de César. Évidemment, on se souvient que Valéry les assimile pratiquement, Paul Valéry les assimile pratiquement, notamment dans le poème sur César. On ne sait pas trop s'il parle de César ou s'il parle de Napoléon, parce qu'il est aussi un admirateur de Napoléon. C'est vrai que là, il y a vraiment une identification qui a commencé d'ailleurs dès le début, mais vous avez la parole, bien sûr, pour donner votre point de vue sur cette question du personnage historique à comparer à Napoléon. Alors, j'ai évoqué Alexandre. Je crois que celui qui, après César, ou parallèlement à César, a le plus influencé Napoléon, c'est évidemment Charlemagne. Charlemagne, parce qu'il est un fondateur d'empire, et il a un empire finalement que Napoléon va chercher à reconstituer à certains égards. Charlemagne qui l'inspire au moment du passage à l'Empire. On se souvient qu'il fait ce fameux voyage en direction d'Aix-la-Chapelle sur les traces de Charlemagne en août-septembre 1804, qu'il réclame de pouvoir être sacré avec les ornements de Charlemagne. Ce ne sont pas exactement ceux qui ont permis le sacre de Charlemagne en 800, mais des reconstitutions. Il y a cette idée finalement qu'il est l'héritier de Charlemagne, dont les successeurs ont pris la tête du Saint-Empire romain germanique, et l'obsession de Napoléon, c'est finalement de se substituer
à l'empereur allemand, à l'empereur détenteur titulaire du Saint-Empire romain germanique, et il parvient à le faire, puisque finalement, en 1806, en créant la Confédération du Rhin, il met un terme, enfin, il provoque la dissolution du Saint-Empire romain germanique, et à partir de ce moment-là, peut se considérer comme le véritable successeur de Charlemagne. D'ailleurs, on le voit aussi dans ses rapports avec la papauté. C'est en successeur de Charlemagne qu'il s'oppose au pape dans les mêmes années. Alors écoutez, je crois que là nous sommes arrivés, donc nous avons épuisé la liste des questions qui nous étaient posées par vos auditeurs. Il nous reste à vous remercier. Je vous remercie à nouveau chaleureusement pour la gentillesse et la rapidité avec laquelle vous avez accepté notre invitation, également pour cette belle conférence qui nous a tous donné envie de lire votre livre qui sera publié donc dans quelques jours. Vous avez dit la date, vous pouvez rappeler la date? Le 9 avril. Le 9 avril, donc très bientôt, donc dans les librairies, y compris celle de Bastia, d'Ajaccio et des autres villes de Corse. Donc vous avez un grand nombre de lecteurs et Napoléon, un grand nombre d'admirateurs, ou en tout cas de personnes qui s'intéressent à son parcours pour le célébrer ou simplement pour le commémorer. Vous avez fait également la distinction tout à l'heure, comme nous l'avons fait il y a quelques jours à l'Assemblée de Corse. En tout cas, merci à vous. Et puis, à très bientôt, puisque je crois que nous aurons l'occasion de vous solliciter à nouveau, notamment dans le cadre du projet Paul Napoléon, que vous connaissez très bien et qui se poursuit. Voilà, merci aux auditrices et aux auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis et qui ressortent sans doute peu instruits de cette histoire vraiment intéressante. Alors, je vous rappelle que mardi prochain, donc le 13 avril, ce sera David Chanteran qui sera notre invité pour une conférence sur Napoléon Ier et l'insularité. Alors évidemment, Napoléon Ier et l'insularité, ça nous touche à double titre en Corse, mais ça intéresse également ceux qui sont de l'autre côté de la mer. Voilà, merci à toutes et à tous, merci professeur, et merci à vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.